Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de ma chaîne Ce n'est pas que du tricot. Donc c'est un petit épisode, je sais pas comment appeler, bonus, hors série. Enfin voilà, c'est un petit peu, je vais vous présenter un petit peu mes trucs et astuces. Donc alors pardon déjà, je me suis mise dehors, je sais pas pourquoi, hein, je pensais qu'il faisait moins beau que ça, mais du coup le soleil m'éblouit beaucoup, donc voilà, je vais faire des grimaces, hein, comme ça. Euh, donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu mes trucs et astuces tricot et voilà, qui les regrouper dans une seule vidéo. Et puis moi, voilà, comme ça, je les ai regroupés sur mon petit cahier, comme ça, parce que moi-même, la première, en fait, des fois, j'oublie des astuces et je me dis, bah mince, pourquoi j'ai pas fait comme ci ou comme ça. Donc voilà, là on regroupe tout et puis j'imagine vous en connaissez la plupart. Mais ben, peut-être pour vous, ce sera plus facile à retrouver par la suite, étant donné que euh, ce sera regroupé dans une seule et même vidéo. Parce que moi, souvent, ça m'arrive de voir dans des d'autres podcasts tricot ou créatifs, du moins, des petites astuces comme ça. Et sur le moment, je me dis, ben, bien sûr, je m'en rappellerai que c'est une telle qui en a parlé et dans telle vidéo à tel moment pour tel projet. Sauf que non, pas du tout en fait. J'allais dire quelques mois, mais même pas, quelques jours après, je m'en rappelle déjà plus. Euh, donc voilà, des fois j'essaie de penser à noter l'astuce en question ou de me la référencer en vidéo, de mettre dans YouTube. Je me la mets aussi en favori. Je me suis créé des playlists euh, podcast astuces tricot, je crois que ça s'appelle tout simplement. Donc j'ai quelques vidéos, voilà, comme ça, auxquelles je peux me référer. Euh, bon ben voilà, j'ai noté la seule préparation, j'ai noté, j'ai un petit peu de matériel à côté de moi pour vous montrer quand je peux de quoi je parle. J'ai essayé un tout petit peu de comment dire, d'organiser ça en deux grosses parties, plutôt les astuces, enfin trucs et astuces, les tips, plutôt côté matériel et les autres plutôt les techniques. Bon, les deux parties sont pas forcément équivalentes en contenu, mais c'est, voilà, c'est comme ça que j'ai pu séparer. Alors je vous les présente aussi sans aucun ordre de priorité. C'est comme j'y ai pensé, je les ai notées. Mais voilà, elles sont toutes bien pour moi. En tout cas, c'est les astuces que moi j'utilise et que j'ai pu tester pour la plupart. Et pour celles que j'ai pas testées, je vous le dirai. Et c'est que je suis néanmoins déjà convaincue de leur efficacité. Donc bon voilà, je vais commencer. Euh, alors, la première que j'ai notée, c'est le Scooby-Doo pour arrêter les mailles. Voilà, ça a été pour moi une révélation parce que s'il y avait dans les patrons, on nous dit souvent, ou plutôt dans les anciens patrons, on nous disait d'arrêter les mailles avec un bout de fil, enfin, ou alors c'est ma grand-mère, ma mère qui m'ont appris comme ça, avec une laine en fait, voilà, d'une couleur contrastante idéalement. Mais en fait, moi, bah oui, alors ça marche, c'est efficace, mais alors au moment de reprendre les mailles, souvent par exemple pour une manche, au moment de les reprendre, elles s'étaient toutes entortillées. Je les reprenais pas comme il fallait, j'en créais des nouvelles ou voilà. C'était pour moi la galère. Le Scooby-Doo, ça a été une vraie révélation. J'utilise que ça. Un Scooby-Doo, alors le mien en plus, pardon, mais il a des paillettes. J'ai piqué ça dans les affaires de mes enfants. Je vais pas le dépiller. Voilà. Je pense pas que vous voyez les paillettes, mais enfin c'est un Scooby-Doo un peu transparent, donc il est assez souple le mien. Et vraiment, on met en fait, on met. Alors là, je vais pas vous le montrer entièrement, mais je peux vous montrer un petit peu si j'arrive à défaire le nœud. C'était bien rangé. Ah. Donc en fait, vous savez peut-être déjà faire, mais sûrement. On met le Scooby-Doo. Alors celui-là, il est un peu souple, il a tendance à, comment dire, presque un peu à s'étirer sous la chaleur. Alors
sous la force, là, je le coince et honnêtement, là, je suis sûre que je peux porter... Bon, fail. Je peux pas porter tout mon tricot avec. Hop, par contre, vraiment, il est bien coincé. Alors après, quand... là, je tire fort, hein, mais quand je passe mes mailles, je vérifie hein, en cours de maille, hein, je prends pas trop de risques. Là, je suis sur des aiguilles 3,5, donc des aiguilles classiques, plutôt fines que grosses. Effectivement, vu la taille du Scooby-Doo et la taille de l'aiguille, déjà, j'imagine que pour un diamètre plus élevé, j'arriverai pas à mettre ce Scooby-Doo-là. Alors je l'ai pas là, mais j'ai aussi le fameux câble de Söstrengren qui lui est beaucoup plus gros et pour le coup peut-être qu'il irait parfaitement sur des diamètres plus gros. Euh, alors que le Söstrengren en question, il va pas trop sur les petits diamètres, hein, ça tire trop les mailles. Hop, je vais un peu engoncer. Alors voilà, donc là j'ai mon Scooby-Doo qui est au bout de ma maille et en fait on n'a qu'à faire comme ça glisser les mailles sur le Scooby-Doo et ensuite où on veut arrêter les mailles. Enfin, par exemple, quand c'est au moment de joindre en rond et qu'on doit en mettre celle des manches en attente, voilà, on se retrouve comme ça avec, oh, je suis pas très à l'aise, quelques mailles sur un peu plus que ça évidemment pour des manches, mais là c'est juste pour vous montrer. Et sur le Scooby-Doo et le reste des mailles, c'est là qu'on peut faire une mini manche. On voit pas au-dessus, voilà. C'est vraiment une démonstration de qualité. Alors pour les remettre, c'est pareil, on prend le bout du Scooby-Doo, le bout de son aiguille qu'on vient insérer fortement, hein, on n'hésite pas. Et pareil, on n'y va pas comme une brute non plus. Et là, on refait glisser les mailles sur l'aiguille au moment de reprendre ces mailles pour tricoter les manches, par exemple. Voilà. Donc, astuce numéro 1, je ne sais pas si je vais les numéroter tout le long, le Scooby-Doo. J'en ai plusieurs, ils sont souvent par deux et par même couleur, et j'en ai voilà, un petit peu dans mes différentes trousses. Là, c'est dans la trousse que je vous avais déjà montré que je me suis cousue. Voilà, donc très, très, très bonne astuce. Ensuite, toujours dans le matériel, un petit truc. Ça, c'est une boîte de pastilles, je crois que c'est Lavogienne. Je crois que c'est ça la marque, je me rappelle plus. Que j'ai récupérée en métal et en fait je l'ai peinte entre guillemets avec du feutre indélébile, du feutre permanent. Donc ça me fait une petite boîte en fer, voilà, pour mettre tous mes petits anneaux marqueurs. Donc, d'ailleurs on voit, elle était jaune avant et on voit un petit peu à force là, elle s'est usée. Il suffirait que je remette un petit peu de feutre indélébile. Voilà, c'est du bricolage, hein, mais du coup ça fait une petite boîte en fer d'une taille correcte hein, quand même pour voilà, pour porter tout son petit barda. Moi j'avais des petits autocollants donc j'en ai mis dessus. Hein. Alors là, je crois que vous voyez à l'envers parce que j'ai pas dû... Bon, j'ai pas dû inverser, je sais pas, c'est pas grave. Knit and Love It, voilà, la base. Et donc, voilà pour ma petite boîte, ma grosse petite boîte à nos marqueurs. Et puis, j'ai aussi une aiguille à laine dedans. J'ai aussi un petit crochet comme ça qui pourrait tout à fait être accroché, voilà, pour récupérer les mailles. Voilà, essentiellement des marqueurs. J'ai tout un lot comme ça déjà de petits marqueurs. Voilà. Et ah oui, et ben oui, parce que ça s'arrête pas là dans mon astuce. J'ai glissé à l'intérieur. Ça, je l'ai vu quelque part, mais je sais plus du tout chez qui. Donc, j'ai pas inventé l'idée. Hein, je m'en suis inspirée, mais vraiment, je sais plus chez quelqu'un qui tricotait. Hein, c'était aussi pour des anneaux marqueurs. Donc voilà, c'est la reproduction d'idées, mais je vous la remets ici. Et donc à l'intérieur,
J'ai mis de la feuille magnétique. C'était des feuilles que j'avais achetées. Je crois qu'on peut imprimer dessus et après on découpe et puis ça fait des petits magnettes pour le frigo, enfin avec des petites photos ou ce que vous voulez. Et bon bah moi je m'en suis pas servi pour imprimer. J'ai découpé à la forme approximative de mon couvercle et je l'ai collé dedans. Alors je sais plus avec du double face, comme j'ai pu. Peut-être que si ça se trouve c'est juste posé comme ça parce que la boîte est en fer, donc si ça se trouve ça aimante, ça auto-aimante. Et comme ça je peux poser. J'ai toujours des petits marqueurs là qui restent. Alors, je sais pas si ça tient. Je sais pas, je suis sur une terrasse donc j'ai pas envie que tout s'en aille entre les lames. Mais voilà, parce que c'est déjà un peu plus facile à chercher que là-dedans. Et au fond aussi, là, j'ai mis un petit fond rond magnétique. Alors, c'est un intérêt plus relatif au fond, mais bon, voilà, c'est pas. Voilà. Et d'ailleurs, ah ouais, voilà. J'avais récupéré ça. J'avais acheté chez Emma des petits aimants. Ils font des petits aimants mignons, hein, je sais plus comment ils étaient. Et en fait, là, il y avait déjà le petit fond magnétique, comme c'était pour présenter des aimants, dans la petite boîte. Hop, il y avait déjà vous le voyez là, le petit fond magnétique déjà comme ça. Donc je l'ai laissé, puis je m'en suis servi pour me faire une autre petite boîte comme ça, et des anneaux marqueurs, une aiguille à laine. Mettez ce que vous voulez, ce que vous pouvez, parce que ça, pour le coup, c'est beaucoup plus petit. Pardon. Voilà. Donc voilà, tant que je suis dans la présentation de ma boîte à marqueurs, je vais vous présenter une autre astuce. Je dis des astuces, mais en fait, c'est oui, des petits trucs quoi. Alors, moi, c'est de faire en fait moi-même mes contrants et mes anneaux marqueurs d'une manière générale, hein. Alors, j'en achète aussi parce qu'il y en a que je trouve très beaux, donc voilà, je me fais plaisir aussi. C'est quand même pas la même qualité quand c'est moi qui les fais ou quand je les achète, mais voilà, j'ai pas les moyens forcément de m'acheter non plus trop de gadgets dans ce sens-là, donc je préfère dépenser mes sous la plupart du temps dans la laine plutôt, voilà. Que dans du matériel comme ça. Donc, parfois, pour répondre à un besoin, je me fabrique moi-même et puis ça me fait plaisir aussi, hein. Je faisais des bijoux, ça m'arrivait, voilà, comme je vous l'avais déjà dit, je suis multi-activité, multi-créative, hein, donc j'avais déjà du matériel pour me faire des bijoux. Des petits bijoux fantaisie, hein. Donc là, je me suis fabriqué un contrant moi-même, hop, donc avec voilà des petits anneaux. C'est des anneaux doubles. J'ai trouvé ça chez Cultura, hein, il doit y en avoir chez tous les vendeurs, mais là, au rayon après bijoux, c'est des petits anneaux doubles. En fait, c'est comme des petits porte-clés. Là, j'en ai en version argentée. C'est comme des petits porte-clés, vous savez, des anneaux doubles, là, où il faut passer la clé. Voilà, c'est la même chose, mais en tout mini, diamètre 10 mm. Et les intercalaires qui sont entre les gros anneaux, c'est des 5 mm. Là, je les ai en version argentée. Voilà à quoi ça ressemble. Ouais, c'est ça, jonction anneau double pour relier et suspendre. Voilà. Ça coûte, je sais pas, dans les 2-3 euros la petite pochette et il y en a 50. Donc il y a de quoi faire. Pardon. Euh, donc voilà, c'était pour vous montrer qu'on peut se fabriquer soi-même ces petits contrans. Et aussi, pour le coup, ça sans avoir vraiment de matériel spécifique, on peut aussi se faire, alors ça on va dire c'est moi qui l'ai fait, hein. Enfin j'ai récupéré la petite étoile, je ne sais plus où, hein, bien sûr, petite étoile, et j'ai rajouté un anneau plus grand, hein, pour que les aiguilles puissent passer. Et en fait,
avec un simple marqueur ampoule comme ça. Je vais prendre une autre couleur. En le rajoutant, par exemple, on peut se faire un petit contrant entre guillemets, un petit repère en fait. Il suffit de dire que quand notre aiguille, on s'en sert comme un marqueur de début de rang par exemple, et quand notre aiguille au premier rang, donc rang impair, elle est dans le marqueur vert, on voit rien. On peut dire que c'est par exemple le rang où il n'y a pas d'augmentation. Au tour suivant, on change l'aiguille, on la passe du marqueur vert, on la passe dans le deuxième marqueur, et on sait que quand on est dans le marqueur pas vert, avec l'étoile, le rond là, on sait par exemple que c'est le rang où il va y avoir des augmentations dans notre châle. Alors si c'est un châle, on ne le met pas évidemment au tout début du rang, on le met une ou deux mailles pour pas qu'il tombe, voilà, ça ne tient pas à chaque rang, donc on coince à une ou deux mailles, mais quand on sait que quand on est de ce côté, c'est le rang avec les augmentations. Pour des chaussettes, des pointes de chaussettes, des choses comme ça, on sait le rang pair, le rang impair, on peut le repérer facilement. Voilà, ça évite de noter sur un calepin, de faire suivre obligatoirement voilà, notre patron ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est tout simple, donc c'est un marqueur tout bête avec un anneau ampoule en plus. Là c'est quand, mais ça je crois que je vous l'ai montré la dernière fois, c'est quand on a une répétition de plusieurs la répétition d'un motif par exemple sur plusieurs rangs, là en l'occurrence 4. Donc à chaque fois que je fais un tour, je change, je passe du 1, 2, 3, 4. Je sais que mon quatrième rang, c'est celui où il y a la perle. Et après, je reviens au premier, 2, 3, 4. Et je peux comme ça suivre mon motif. Je sais que c'est dans le rang 1 que je fais mes jetés. Voilà, tout. Voilà, je suis comme ça. Donc ça peut être 4, une répétition de 5, de 6. Enfin, vous pouvez vous faire votre compte-rang personnalisé. Là, ce sont avec les mêmes petits anneaux doubles que j'ai insérés comme ça directement. J'ai pas mis de petits anneaux intercalaires. Je vous laisse, alors ça bouge, mais vous pouvez faire les deux façons. Hein. Celle-ci, c'est beaucoup plus rapide. On insère les anneaux les uns dans les autres. J'espère que je suis claire. Moi, en plus, là, je ne peux pas vous montrer, donc il faut vraiment se projeter. Voilà. Quand je dis aussi que je fabrique mes petits anneaux marqueurs, là, je me suis fait une petite série. Alors ça, c'est typiquement, peut-être vous montrer avec le bocal fermé. C'est des petites rondelles comme ça émaillées. Que j'avais vraiment, là je m'en faisais des boucles d'oreilles, j'en ai fait plusieurs, et puis il m'en restait comme ça des paires, donc j'en ai de couleurs différentes. Et donc, je montre ça. Voilà, là c'est les bleus. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment, ils sont adorables, et dans un tricot, c'est super. J'ai plusieurs couleurs. Pour noter les raglans, des choses comme ça, ils vont par deux là, celui-ci, ceci. Donc ça c'est avec voilà du petit matériel, donc vous avez peut-être si vous avez déjà bricolé des bijoux, sinon qui sont faciles à acheter et puis à moindre à trouver sur internet ou dans à la droguerie par exemple, voilà. Des petites choses comme ça qui vous plaisent vraiment, personnalisées et à les adapter très facilement en forme d'anneau marqueur. C'est voilà. Donc ça, je le note au fur et à mesure pour pas m'y perdre. Ah oui, tout à l'heure je vous ai parlé des Scooby-Doo, mais alors les arrêts, ça c'était pour mettre les mailles en attente. Et alors là, c'est une astuce que j'ai pas vraiment testée, mais je vais le faire en direct. J'ai piqué cette astuce chez ma copine Karine Jourdantel. Coucou. Qui lors d'un apéro tricot nous avait ça, donc j'ai trouvé ça vachement sympa. En fait, c'est pour arrêter les mailles, donc pour pas perdre les mailles en fait quand on trimballe le tricot, se servir de boules qui propres, neuves. Et en plus de ça, à la fin, vous pouvez récupérer une petite boîte parfaite pour vos petits anneaux marqueurs.
On n'a jamais trop de petites boîtes comme ça à glisser dans les différents sacs à projet. Et donc, on prend des boules caisses qui sont donc en mousse, hein, enfin, voilà, et on plante l'aiguille dedans. On sacrifie les boules caisses du coup. On les plante. Je pense qu'elles vont voilà, se reformer. Et ça fait ça fait des petits arrêts de mailles. Donc là, je peux glisser. Ça a l'air de bien tenir. Ça accroche un peu. Je ne sais pas si je l'ai beaucoup perforé, mais enfin suffisamment en tout cas pour que comme ça, dans mon sac à projet, je ne perde pas mes mailles de mon aiguille. Donc voilà, astuce pas encore vraiment testée, mais Karine, elle, fait comme ça je l'ai vu. Hein. Donc voilà, ça fonctionne. Et petite astuce avec les objets du quotidien. Ouais, stop de mail, c'est bon. Ensuite, dans le même esprit, vous connaissez tous Emma avec sa chaîne Tricolibri. Elle vous a montré à plusieurs reprises ses bloqueurs à chaussettes qu'elle a fait dans des sets de table, donc avec un patron là, qui a suivi, on découpe et ça nous sert de bloqueur, voilà, vraiment à moindre coût, parce que là aussi, le bloqueur à chaussettes, c'est entre 20 et 40 euros la paire de bloqueurs. Donc voilà, c'est un budget, donc surtout quand on débute, qu'on n'est pas sûr de vouloir bloquer ses chaussettes, de vouloir faire souvent des chaussettes. On n'a pas forcément envie d'investir, donc ce format là de bloqueur, en plus c'est fin, c'est léger, ça se transporte facilement, c'est incassable, et même si ça se casse, moustique, même si ça se casse, bah c'est pas, voilà, c'est pas grave, mais enfin a priori c'est incassable. Donc moi, dans le même esprit, je me suis fait, je vous l'avais aussi montré, je me suis fait une règle à chaussettes. Donc là, tout bêtement, hein, j'ai pris, je vais vous dire les mesures en direct. Ouais. Parce que j'ai fait au pif, hein, parce que j'ai pas de règle à chaussettes chez moi. Donc j'ai fait 6,5. Ça fait 6,5 de large. En centimes. Donc j'ai fait un bout arrondi, pareil, tout à fait aléatoire. C'est vraiment histoire de pouvoir le glisser au fond de la chaussette, ou au fond du talon, selon où on doit mesurer. Et avec un marqueur indélébile, du coup j'ai le nombre de centimètres, j'ai été jusqu'à 28 centimètres, hein, ça devait être la largeur qui me restait dans une chute justement d'un set de table dont je m'étais servi pour faire des bloqueurs à chaussettes. Donc il me restait comme ça un bout que j'ai récupéré. Et donc là je vais jusqu'à la taille 43, à peu près 43 et demi, puisque ça va jusqu'à 28 centimètres à l'endroit. C'est quand même vachement mieux. Je me suis notée voilà, avec un feutre indélébile, hein, chaque centimètre. J'ai fait un trait plus gros pour les 5, 10, 15, etc. Et là, j'ai mis les équivalences, donc ça j'ai cherché sur internet, hein, les équivalences donc je sais toujours pas si c'est à l'endroit ou à l'envers. Là. Moi je le vois à l'envers, mais peut-être pas vous. De taille et de centimètres, voilà, selon si on veut s'arrêter pour une taille ou si on a déjà un nombre de centimètres. Voilà, selon ce qu'on veut mesurer. Donc là, pareil, très léger, très facile à glisser. Ça sert aussi de mesure pour, même pas de règle à chaussettes, hein, puisque c'est des centimètres. Donc voilà, ça aussi, astuce, petit budget. Petit budget, hein, set de table, c'est c'est un maximum 1 euro dans les chez Action, Jiffy, dans les Ikea, voilà, des choses comme ça. Certainement dans les supermarchés aussi, hein, en plastique, voilà, plastique, j'allais dire rigide mais souple. Voilà, tout est dit, hein, de la description très précise. Donc ça aussi, c'est fait. Autre petite astuce pour suivre les patrons. Voilà. Ça c'est pas mal, c'est des frictions
Alors ça c'est la friction mais marque Leclerc, hein, on n'est pas obligé d'acheter la marque la plus chère. Stylo et fluo pour noter dans vos patrons vos tailles euh, à tous les endroits, voilà, quand vous choisissez une taille, ben, on note, souvent on met au fluo ou on entoure pour pouvoir suivre facilement après le patron sans être obligé de savoir à quelle taille, le nombre de mailles qu'il faut monter, enfin faire, tricoter, réduire, etc. Donc on peut le faire, on le fait d'habitude avec un fluo normal, mais alors avec un friction, pour le coup, ça vous permet à la fin de tout gommer pour pouvoir réutiliser le patron. Hein. Enfin, on gomme, donc avec les petites gommes qui sont prévues dans les stylos, ou on passe au sèche-cheveux très chaud, ou même au fer à repasser, puisque c'est du papier, on peut le repasser. Hein. Ça lui redonnera un petit coup de neuf, parce que souvent, à la fin d'un tricot, le patron ah, j'en ai pas là, mais le patron, il est en piteux état. Hein. On l'a plié, replié, fait suivre, sorti, ouvert, fourré vite dans le sac quand, voilà, quand on est en salle d'attente et que le docteur arrive, ben, il ne demande pas de patienter. Donc on fourre tout, patron, nana, dans le sac. Voilà. Donc bon, lui passer un petit coup de fer, ça efface le friction. Enfin, le feutre, et puis ça lui redonne un petit coup de gêne. Pareil avec un stylo, hein, si vous préférez, bah, quand on note par exemple le nombre qu'on doit répéter 5 fois les rangs 3 et 4, et ben hop, on note, on fait une petite barre, une petite barre, une petite barre. Et à la fin, ben pareil, ça s'efface exactement de la même façon, soit avec la gomme si vous êtes vaillant, si vous voulez aller plus vite, soit avec le fer à repasser, soit avec le sèche-cheveux. Donc voilà, ça les petits indispensables, enfin indispensables, pas vraiment indispensables, mais qui, voilà, c'est bien pratique. Et une fois bah, qu'on a investi, on le laisse dans le sac à projet ou dans le sac à tricot, et puis on les fait suivre, on se sert de cela en priorité. Euh, voilà, je les replace. Euh, autre petit indispensable hein, qui fait, voilà, qui fait, qui, comment dire, qui appelle à de nombreuses moqueries, hein, mais faut assumer, hein, tellement c'est pratique. La lampe de cou, voilà, qui sert donc ben, quand on regarde la télé et qu'on n'a pas besoin ni envie le soir. Je me gratte les boutons de moustiques, je me suis fait dévorer là. Mauvaise idée, entre le soleil et les moustiques, très mauvaise idée. Pardon. Quand on regarde voilà, le soir la télé, enfin quand on tricote, peu importe hein, ce qu'on fait, mais quand on tricote dans un lieu qui n'est pas forcément éclairé, on n'a pas besoin ou la possibilité d'avoir l'éclairage à fond les ballons, ben, cette petite lampe, voilà, c'est parfait pour éclairer juste le tricot. Hein, on l'oriente comme on veut, on en allume un ou deux, on le recharge comme un téléphone hein, sur secteur, sur un branchement USB. Donc franchement, ça dure quand même assez longtemps avant de le recharger. C'est super. Voilà, c'est un petit investissement, mais alors ça, pour le coup... Alors on peut aussi faire avec une lampe frontale si vous avez déjà, n'investissez pas là-dedans. Hein. Après, c'est un autre style, hein, la lampe frontale, mais ça marche tout aussi bien. Moi, pour le télétravail, en hiver et tout, c'est quand même assez sombre là où je suis. Donc, ne serait-ce le matin quand j'embauche tôt pour voir les touches de mon clavier, j'avais investi comme ça dans une petite lampe, je sais pas comment, accordéon là, pareil qui se branche sur secteur, je sais pas où voilà, enfin en USB là, exactement de la même façon, qui a le mérite en plus d'être rose gold là, assez jolie. Donc voilà, moi je la pose comme ça juste pour voir. Et alors ça se cale pareil, hein, ça éclaire. Bon, ça a l'air de clignoter, mais en vrai ça éclaire, voilà. Ça se pose facilement sur la coudoir du canapé pour venir éclairer juste notre ouvrage sans être obligé de... Et puis gain de place. Voilà. Donc je suis parée. Faut assumer. Hein. Mmh. Voilà pour mes petites astuces côté matériel. Je pense que je vous ai, bah oui, je vous ai tout montré.
Ensuite, alors, c'est là que ça va se corser parce que ce sont les techniques maintenant. On arrive au passage un peu plus périlleux. Euh, alors, on va commencer par quelque chose, je pense, d'assez simple. Quand on tricote un gilet, on doit faire d'un côté, à un moment donné, sur la bande d'encolure, la bande de boutonnage, on doit faire d'un côté des boutonnières et de l'autre côté, on devra mettre après en miroir les boutons. Donc, une petite astuce, ça c'est Kelly, je crois qu'il l'avait partagé quand elle avait, je sais plus quel gilet elle avait fait, le Whitmore, elle l'avait fait en gilet, je crois. Enfin, sur un, voilà, de ces gilets, elle avait expliqué, je crois que c'était elle, hein, qui avait expliqué ça. Donc, quand on fait la bande de boutonnage, au moment où on est en train sur le rang où on est en train de tricoter notre boutonnière, et ben, au même moment, on, on place un marqueur ampoule comme ça qui s'ouvre et qui se referme en miroir en fait. Déjà j'ai du mal parce qu'en fait je suis en train de penser que lorsqu'on fait une bande de boutonnage après coup en fait, comme c'est le cas sur la plupart des gilets, et ben ça doit pas pouvoir se faire parce qu'on tricote. Quand on fait ça, en fait, cette astuce, elle fonctionne, je pense, uniquement quand on fait la bande de boutonnage en même temps. En même temps qu'on tricote le gilet, on fait la bande de boutonnage. Donc comme ça, quand on est sur un rang pour la bande de boutonnage, au niveau de la boutonnière, pardon, on finit son rang et en fait en face, on arrive à l'endroit où doit être le bouton. Donc on est toujours sur le même rang. Donc là, l'astuce s'y prête. Quand c'est après coup, ça s'y prête plus. Donc, faut se débrouiller autrement, comme on fait à l'ancienne. Voilà. Hum, on va passer à l'astuce suivante. Dire que c'était celle-ci que je pensais être la plus simple, ça part mal. Ensuite, le montage. Ça, j'avais eu un petit souci. Je sais plus, enfin, régulièrement, hein, lorsque je fais le montage, j'aime bien faire le Longtail Caston ou le German Twisted Caston, je sais plus comment. Je crois qu'il s'appelle aussi le Old Norwegian Caston. Bon, je sais plus trop les noms, mais enfin, c'est le même type. Il y en a un qui est twisté et l'autre pas. Et l'idée, en fait, c'est long tail, c'est de prendre une longue queue de fil, 3 fois en général la largeur qu'on veut. Donc, si on fait une chaussette, ça va, 3 fois la largeur. Enfin, voilà, la circonférence de la chaussette, ça va pas chercher loin. Quand on part pour monter un col, déjà, c'est un peu plus gros. Et alors, quand on fait carrément un bas de pull, par exemple, et qu'on doit commencer avec 3 fois la largeur, ça commence à être risqué parce que on se dit qu'on doit monter peut-être, j'en sais rien moi, 150 ou 200 mailles, et que si on n'a pas pris exactement 3 fois la largeur et qu'il nous en manque un peu à la fin, il faut défaire toutes ces mailles. Donc, il y a une astuce qui est de prendre donc le fil extérieur normal hein, de la pelote et d'aller chercher le fil du milieu de la pelote. Et en fait, au lieu de commencer, oui voilà, on fait un nœud souple sur nos deux extrémités. Et en fait, on commence à faire notre montage, j'ai pas d'aiguille là, mais notre montage en fait en prenant les deux longs fils qui sont toujours rattachés à la pelote. Et à la fin, en fait, quand on a monté le bon nombre de mailles, donc on est sûr de ne pas avoir manqué de fil puisque c'est presque illimité, puisque c'est toujours attaché à la pelote. Et quand on arrive donc à la fin des mailles qu'on a montées, on peut couper
on peut couper le fil du milieu de la pelote. Comme ça, on reste avec le fil normal de la pelote et on peut continuer à tricoter avec ce fil-là. Ça change absolument rien au tricot fini. Il y aura juste le nœud à rentrer, en fait, à camoufler à l'intérieur de ce tricot. On m'avait donné aussi comme astuce, quand on a comme ça un grand nombre de mailles, de comment dire, perdre son temps un petit peu en faisant un montage classique. Là, cette fois-ci, on part avec la pelote normale, pas du tout avec le fil du milieu, en faisant un essai sur 10 mailles. Et en calculant donc le nombre de centimètres qu'on utilise pour faire ces 10 mailles, on multiplie, s'il nous faut 120 mailles, on multiplie par 12 ce nombre de centimètres et on peut comme ça prendre la bonne longueur de fil en se laissant quand même une petite marge, mais on est plus proche de la réalité. On part pas à l'aveugle en se disant juste qu'il faut prendre 3 fois la circonférence de ce qu'on veut au final. Ça peut être aussi voilà, une technique, une technique. Et aussi quand on monte comme ça, par exemple 200 mailles pour un projet, on les recompte pas à chaque fois. Hein, quand on arrive, on est à 192, on recompte pas depuis le début. Donc on met des marqueurs tous les 20 ou 25 petits marqueurs en poule qu'on enlèvera au rang suivant. Et tous les 20 ou 25 ou 50 si vous êtes plus courageux. Courageuse, on les place, voilà, et comme ça on n'a plus qu'à compter nos marqueurs pour savoir tous les de 20 en 20 par exemple, pour arriver à nos 200 mailles, ça fait quand même gagner du temps et de l'énergie qu'on préfère toutes passer à tricoter plutôt qu'à monter nos mailles. Donc ça, voilà, c'était. Après, il existe d'autres sortes de montage. Hein. Le montage, je crois, à l'anglaise, qui permet de tricoter au fur et à mesure. Euh, qui permet, oui, de tricoter, qui a un joli rendu aussi. Pardon. Qui permet de tricoter au fur et à mesure. Donc, on part avec juste un tout petit bout de fil et on tricote, donc voilà, au fur et à mesure. Donc, on se sert de notre pelote pour monter les mailles. C'est une autre technique. Mais pour les adeptes comme moi du long tail Caston, faut trouver des subterfuges pour pas se faire avoir à défaire à chaque fois. Ensuite, une autre astuce que je n'ai pas testée mais que j'ai trouvé super quand j'en ai entendu parler. J'arrive pas à me rappeler. Je crois que ouais, je sais plus si c'est Lila du podcast La Maille qui murmurait à mon oreille ou si c'est lors de notre retraite tricot qu'on en a parlé et voilà, mais enfin c'est le même groupe. Hein. Alors c'est l'astuce pour faire un fil de survie. Euh, je savais qu'il fallait parfois que je mette un fil de vie ou fil de survie. Euh, je sais que ça m'aurait voilà, ça m'aurait évité des fois des embêtements. Un fil de survie, je rappelle ce que c'est mettre à un moment donné de son tricot, bon, ça porte bien son nom en même temps, hein, un fil annexe à notre fil de tricot qui nous permet, si on se trompe, de revenir à cet endroit-là et de pouvoir récupérer les mailles qui sont à l'intérieur de ce fil de survie et de reprendre notre tricot, voilà, plutôt que de détricoter un petit peu au hasard et de devoir rattraper les mailles tant bien que mal, selon voilà, le type de fil. En plus, c'est pas tout le temps facile de récupérer les mailles, hein, les petits anneaux se glissent et ne restent pas formés. Donc, un fil de survie voilà, permet de rattraper comme ça ces mailles. C'est utile quand il y a des dentelles un peu compliquées. Un tricot, dentelle ou pas dentelle, un tricot qui demande de l'attention, qui est un peu plus compliqué
que les tricots, que du jersey tout simple, là, on le fait pas pour du jersey, on le fait quand il y a une difficulté dans le patron, dans les explications, ou qu'on n'est pas très sûr de nous. Et voilà, c'est un petit peu, on peut en faire plusieurs à plusieurs endroits enfin, on en fait plusieurs à plusieurs endroits. On en fait une, et au bout de, je sais pas, 10 centimètres, si ça a été, on enlève la première et on en fait une deuxième. On n'est pas obligé de rester avec 15 lignes de survie. Je dis ça, j'en ai jamais fait en fait, j'en ai jamais mis. J'en viens à l'astuce qui a été donnée, qui m'a fait dire que là, ça y est, j'allais passer le pas parce que ça me paraissait déjà plus simple dans l'explication. En fait, c'est de se servir de fil dentaire. Donc fil dentaire, c'est l'astuce qu'elles ont donnée, mes tricopines, mais ça peut être aussi un fil. Moi, j'ai du fil de lin qui sert à raccommoder, du fil très très solide, qui est très très fin. C'est plus gros qu'un fil à coudre, mais moins gros quand même qu'une fingering. Et par contre, c'est très solide, donc voilà, pour la survie, c'est parfait. Et donc, en fait, pour aller jusqu'au bout de l'astuce, c'est un fil qu'on peut passer. Parce qu'en fait, ce qui me retenait, c'était de savoir comment à quel moment et comment mettre le fil dans les mailles sans pour autant interrompre mon tricot et sans avoir une faction, une façon, un mouvement, je sais pas, je trouve pas le mot, un mouvement supplémentaire. J'avais pas envie de prendre mon aiguille et mon aiguille à laine et mon fil et de devoir passer dans chaque maille, sinon autant détricoter, je perds finalement quasiment autant de temps. Ça tient, ça a repris sa forme, c'est bien planté, astuce validée, on va dire. Hein. J'ai pas perdu une maille en tout cas, bon, ça a pas trop voyagé. Bref, je digresse. En fait, c'est dans les aiguilles interchangeables, il y a des petits trous. Il y a des petits trous. Alors, comment est-ce que... Bien sûr. Ah, je ne vois pas, je suis désolée, je suis vraiment nulle. C'est-à-dire que j'essaie de cacher mon visage pour que ça fasse le focus plutôt sur ça que sur moi. Mais voilà, si je cache, est-ce que ça fait le focus? Bon bref, vous le voyez le trou. C'est le petit trou qui sert en fait à mettre la clé de serrage quand on change nos aiguilles interchangeables. Alors effectivement sur les aiguilles fixes, je pense pas qu'il y ait de trou, je vois pas l'intérêt qu'il y aurait d'avoir un trou. Il y en a peut-être, mais sur ces aiguilles-là, on met notre fil dentaire par exemple, hein, un fil solide et fin, du fil à rôti, ça fait parfaitement l'affaire. Et donc on glisse notre fil là, on tricote notre rang normalement, et en fait le fil va suivre va avoir le même trajet que le câble, et donc se glisser dans les mailles comme le fait le câble, et donc va se placer exactement comme il faut à l'intérieur des mailles de notre rang. Donc on coupe le fil, j'imagine, à la fin, ça doit se faire facilement en le faisant. Hein. Mais voilà, l'astuce c'était surtout de glisser le petit fil dans le petit trou de notre aiguille interchangeable, de tricoter normalement, et puis donc dans l'aiguille droite. Hein, en toute logique, et de tricoter tout un rang, et de voilà, ça permet de placer son fil de survie sans avoir de mouvements supplémentaires à faire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai donc encore? Ah oui. Alors, là, j'ai plusieurs petites astuces qui traitent, c'est les dernières, hein, on arrive à la fin, qui traitent du même sujet, c'est quand on arrive à la fin de notre pelote. Il existe effectivement la pelote où, quand les laines le permettent, qu'elles sont pas super wash souvent, et plutôt rustiques, voilà, de prendre un bout, l'autre bout, de les frotter ensemble.
Ça marche très très bien, hein. Il y a pas de souci quand les laines le permettent. Il y a aussi le joint russe, effectivement, où on fait passer en fait notre fil à l'intérieur du brin de laine, donc il faut le dérouler un petit peu pour pardon, le dérouler un peu et avec l'aiguille à laine, aller le passer délicatement le plus loin possible à l'intérieur. On fait pareil de l'autre côté et voilà, ça nous permet. Ah oui, je crois qu'on joint en fait comme ça et c'est voilà ce fil-là qu'on vient passer dans la pelote, comme ça après les fils sont tenus là et les extrémités sont cachées dans les bouts de laine. Bon, ça existe aussi, il y a des vidéos hein, qui montrent très bien. Moi, je vais plutôt vous parler des techniques de feignante, hein, feignante un jour, feignante toujours, que j'utilise plutôt et que j'adapte selon quand même la laine ou selon le projet, j'en préfère certaines. Alors, le nœud magique, c'est un petit peu ma technique préférée, celle que j'utilise facilement quand par exemple j'ai un mélange de fingering et lace, mohair par exemple. Quand j'utilise ce mélange là, je peux tout à fait me permettre de faire le nœud magique dans par exemple mon fil de fingering parce qu'il y a peu de chances que j'arrive à la fin de ma pelote de mohair en même temps, donc ça fait qu'un seul nœud sur les deux fils que j'utilise à un moment donné. Et le nœud magique, en plus, bah, il prend vraiment très peu de place. Je sais pas si je vous ferai une. Bah non, je vous mettrai peut-être une référence d'une. Oh ben, enfin, je vous laisse aller chercher nœud magique sur YouTube. Pour moi, c'est vraiment bien. Alors, malgré tout, on essaye quand même toujours, dans la mesure du possible, de faire ces changements de pelote sur les côtés, hein, sous les bras ou sur les côtés. Au pire, dans le dos, parce qu'on le voit pas, il n'y a que les autres qui le voient, mais voilà, ça m'est arrivé de faire des changements de pelote devant avec le nœud magique et bah, parfois le nœud va se glisser, va être un peu plus raide à tricoter et on peut percevoir, voilà, selon les laines, ça peut se voir un tout petit peu. Mais vraiment très peu, donc ça va se voir sur le devant d'un tricot où le tissu est tendu sur la poitrine par exemple. Sur un côté, ça passera inaperçu. Donc vraiment, c'est une technique que je trouve solide et voilà, très efficace. Donc ça, j'aime bien. Une autre technique, ah voilà, ça c'est Emma qui m'a donné cette technique-là. En fait, c'est la technique qu'elle utilise, mais je crois pas qu'elle en ait déjà parlé. Donc, bon. Enfin, en tout cas, je crois même que j'en avais jamais entendu parler avant. Donc là, bon, il s'avère que j'en ai entendu parler hier ou aujourd'hui, donc c'est quand même assez rigolo, mais j'en avais jamais entendu parler avant. C'est de tricoter. Je vous ai filmé donc je vais vous mettre la petite vidéo à côté. C'est de tricoter en fait la fin. On arrive donc à la fin de notre pelote et donc on garde une petite longueur. On va tricoter encore quelques mailles avec la fin de cette pelote, mais en joignant en même temps le fil de la nouvelle pelote. Ça fait qu'on a deux fils quand on tricote. On tricote deux fils, l'ancienne et la nouvelle pelote. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc on fait ça pendant une dizaine, quinzaine, vingtaine de mailles et franchement ça passe inaperçu. Là, je l'ai fait sur du coton type fingering et ça passe inaperçu. Je suis bluffée par cette technique. Vraiment bluffée. Donc là, voilà, parce que j'aurais pas pu faire le nœud magique. Donc, elle est arrivée à point nommer cette technique et tester, là, approuver. Vraiment super. Voilà, effectivement super. Donc, je vous mets voilà, la petite vidéo. Donc là, j'arrive à la fin de ma pelote, mais surtout j'arrive à mon marqueur de maille qui est placé sur un côté sous le bras. Je suis sur un pull, un top, donc là je suis sous le côté, ça va tomber sur le côté le raccord, donc c'est parfait. J'ai quand même un peu de longueur, je pourrais faire encore quelques mailles, mais le fait que ça tombe sur le côté, ça m'arrange fortement. Donc je vais commencer à tricoter quelques mailles donc avec le fil en double, c'est-à-dire la fin de ma pelote
et le début de ma nouvelle pelote donc, que je prends ici. Donc je prends l'extrémité de ma pelote, de ma nouvelle pelote, je le coince là dans ma main droite pour avoir un petit peu de tension, hein. On fait comme on peut et ensuite en fait je fais comme si ma nouvelle pelote et mon ancienne pelote, la fin de mon ancienne pelote, ne faisait qu'un fil. Donc voilà, ça s'arrêtera à un moment donné, ça c'est l'ancienne pelote. Et en fait je tricote exactement normalement, juste en prenant les 2 fils au lieu d'un seul. Donc celui de mon ancienne et celui de ma nouvelle pelote. Et je fais quelques mailles, alors je peux pas vous dire, là je pense que je vais pouvoir en faire au moins une quinzaine. Donc j'ai presque envie d'aller jusqu'à la fin de mon, de mon bout de fil parce que vraiment c'est invisible. Et pourtant là je suis sur une taille fingering et en coton, du 100% coton. Donc on a tendance à penser voilà que là j'arrive à la fin, donc je ne le tiens plus en main. Donc quand j'arrive à la fin, oui, pardon, on a tendance à penser que le coton ça marque beaucoup, donc j'étais plutôt réticente et en fait je vais vous montrer après, ça se voit pas du tout. Donc là j'arrive à la fin de mon ancienne pelote, donc j'arrive plus bien à avoir de la tension avec en le tenant dans ma main gauche, la continentale. Donc je le mets de côté et je continue avec ma nouvelle pelote tout à fait normalement. Je fais quelques mailles et je vais essayer de vous montrer après un endroit où j'ai utilisé cette technique, hein. Alors, ben là voilà. Donc là, attendez que je perde pas mes mailles. Ici, vous voyez, ben j'ai l'ancien bout de fil et le nouveau ou vice versa, hein, de ma pelote. Enfin, j'ai deux petits bouts de fil là qui pendouillent donc sur l'envers. Et donc on est bien là, hein. Je sais pas comment faire pour prouver ma bonne foi. Je vais planter l'aiguille. Donc on arrive à cet endroit-là. Ah! Bon, ça s'est défait, mais croyez-moi sur parole. On va peut-être voir un peu en transparence qu'il y a une surépaisseur. Là, c'est pas bien. On voit ici, en fait, qu'il y a un petit peu plus d'épaisseur, qu'on voit moins en transparence. Mais honnêtement, le rendu est quasiment imperceptible. Donc, j'imagine en plus qu'au blocage, ça sera encore plus atténué. C'est vrai qu'à la caméra, là, on voit du coup que c'est rentré, mais ça fait souvent cet effet-là, en fait, parce que ça fait un pli, plus un pli qu'autre chose, hein, mais les mailles, je sais pas si on peut les grossir. Les mailles, c'est pas du tout, on voit pas du tout qu'il y a 2 fils, hein. Voilà, c'est ici. C'est ici, donc si on ne prend pas rigueur voilà, du pli qui fait un effet d'optique plutôt qu'autre chose, là on ne se rend pas du tout compte, hein, qu'il y a le fil qui est travaillé en double. Et là c'est en gros plan, donc imaginez-vous bien que sur, voilà, sur un tricot entier, là on ne le voit plus. Donc super technique. Ensuite, toujours à propos du changement de pelote, j'ai une autre technique que j'ai utilisée plutôt sur des châles, en fait, quand il y a des changements de couleur, qu'on se retrouve avec les fils, des fils qui pendouillent sur le côté à un moment donné, hein. Donc c'est pas tant le changement de pelote parce qu'on arrive à la fin d'une pelote, mais c'est plutôt parce qu'on change de couleur pour des rayures, je l'ai dit, je sais pas, par exemple. Et notamment, moi je l'ai utilisé pour un châle. Alors c'est une technique que Stephen West a montré, je crois, sur une vidéo. S'il a vraiment fait ça et que je la retrouve, je vous la mets en barre de description là-dessous, hein, comme d'autres informations, comme je fais à chaque fois. Et en fait, c'est une technique, c'est pas lui qui l'a inventé, hein, mais voilà, il la montre sur sa vidéo. C'est la technique qui permet en fait de tisser le petit bout de fil qui pend derrière son tricot. Derrière son tricot. Ou alors c'est pour du jacquard que j'ai fait ça, je me rappelle plus. Je me rappelle plus.
Ah bah je me rappelle plus parce que je me dis que finalement derrière un châle ça doit se voir un petit peu, mais enfin c'est sur quelques mailles. Et donc en fait on tricote et on vient entourer le fil qui pendouille là qu'on veut rentrer caché, hein. On vient l'entourer autour de notre fil de tricot qui est tendu. Euh, on fait une maille, on vient entourer notre fil, on vient le coincer en fait à chaque fois derrière mais en fait c'est que ça me fait penser au jacquard. C'est pour ça, quand on tisse les fils, on vient coincer de la même façon notre fil secondaire, enfin le fil qu'on n'est pas en train de tricoter, on vient le coincer comme ça derrière. Donc c'est un peu la même technique, sauf que là c'est avec un bout de fil qui pend. Donc c'était bien pour un châle que j'avais fait ça. Voilà. Donc ça c'est une bonne technique et puis ça permet après, une fois qu'on a bloqué notre tricot, on vient couper à ras et notre fil est pour ainsi dire rentré, hein. On n'a pas besoin de venir y retoucher derrière, on n'a qu'à couper à ras. Voilà, je sais pas si cette vidéo était une bonne idée. Je sais pas si elle vous aura apporté grand chose, mais enfin je me dis que si elle vous a apporté ne serait-ce qu'une seule astuce, bah, c'est toujours ça de gagner. Moi j'étais ravie de revenir parmi vous, vous faire cette petite vidéo hors série. Pardon pour ma tête fatiguée, hein, je pense que j'essaie de me regarder un petit peu, mais je pense quand même que ça se voit. Voilà, j'ai encore eu la visite du virus à la mode, hein, voilà. Donc là, ça commence à aller mieux, mais j'ai encore un peu la voix cassée. Et puis, bon, enfin bon, ça va. En tout cas, si je suis là, c'est que forcément, ça va mieux. Donc, voilà, j'avais prévu de faire une vidéo, un podcast classique, mais ben, pour le coup, ben, impossible, hein. J'étais trop malade, donc c'est encore repoussé. Pourtant, j'avais pas les enfants, mais alors pour le coup, je raconte ma vie, je les ai récupérés, hein, puisque mes parents étaient malades aussi, alors tout va bien pour eux. J'ai récupéré ma fille, la Pichoune, qui est positive aussi, donc elle est encore en convalescence. Voilà, je m'étais dit, j'ai 15 jours sans les enfants, je vais pouvoir faire au moins 2 vidéos, puisque je vais tricoter beaucoup, puisque je n'aurai pas les enfants, puisque voilà. Bah non, 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 au final, voilà, il faut pas trop se projeter à l'avance. Mais écoutez, je suis venue vous voir. Je suis ravie. J'essaierai quand même de faire un petit podcast parce que j'ai quand même des petites choses à vous montrer. Puis j'ai envie d'en parler, hein. C'est surtout ça, hein, partager avec vous et échanger grâce aux messages après que vous me laissez, hein. Vous êtes toujours aussi sympathique, hein, dans vos messages et ça me fait toujours aussi chaud au cœur. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, et puis à bientôt, à très vite, ciao.